Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Dimanche en politique. Mon invité aujourd'hui est député du Maine-et-Loire, ex-La République En Marche, tendance écolo, mais pas rattaché au groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée nationale. Un électron libre donc, qui fait entendre sa voix sur beaucoup de sujets. Mon invité aujourd'hui, c'est Mathieu Orphelin, le député, mais aussi le candidat aux prochaines élections régionales en Pays de la Loire. Tête d'une liste écologique, citoyenne et solidaire, désignée à l'issue d'un vote auquel ont participé un peu plus de 2000 personnes. L'objectif pour lui, c'est de reprendre la région à la droite. Mais les écologistes peuvent-ils faire basculer les Pays de la Loire seuls? L'alliance avec la liste de gauche du socialiste Guillaume Garot est-elle possible? Nous en parlerons avec Mathieu Orphelin pendant la prochaine demi-heure. Mais d'abord, retour sur son parcours, ses engagements avec Éric Aubon et Nathalie Saliou-Tendron. Son regard a toujours été tourné vers l'écologie, mais le parcours politique de Mathieu Orphelin connaît un cheminement beaucoup plus sinueux. En 2000, c'est d'abord au sein de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, que ce Nazérien, ingénieur et docteur en énergétique, se forge une sensibilité aux questions de développement durable. Pour une tonne de déchets incinérés, on récupère à peu près 250 à 300 kg de résidus solides, dont la plus grosse partie est constituée par les mâches fer. Son engagement le fait adhérer à Europe Écologie Les Verts. De simple militant, le voilà élu en 2010 au Conseil régional au sein de la majorité du socialiste Jacques Oxiette. Il est propulsé vice-président en charge de l'éducation et de l'apprentissage. 2 ans plus tard, il quitte le parti pour devenir porte-parole de la fondation de Nicolas Hulot. Les 2 hommes resteront proches. Devenu ministre, Hulot lui apporte son soutien lorsqu'il vise le fauteuil de député de la première circonscription de Maine-et-Loire. Adversaire de la gauche, Orphelin fait le match aux couleurs de La République En Marche. Ouais, j'aime bien gagner. Et il y a une autre chose aussi qui est comme la politique au volet, c'est que ça sert à rien d'être le plus fort, il faut être celui qui est le mieux accompagné. Il faut avoir la meilleure équipe. Élu, Mathieu Orphelin se penche sur les chantiers de la transition écologique et monte en première ligne pour dialoguer avec les Gilets jaunes lorsqu'éclate la colère contre le gouvernement. Mais en 2018, il se rebiffe contre le projet de loi sur l'immigration. Nous ne sommes pas des députés godillots, on est là pour faire avancer les textes. C'est le rôle des députés de faire progresser les textes, puis les voter. Donc je crois que j'assume d'être dans ce rôle-là. L'environnement sera le point de rupture avec la politique Macron. Le député angevin finit par claquer la porte de la majorité, 5 mois après le départ brutal de Nicolas Hulot. Là, je parle du président de la République. Est-ce que vous doutez de son engagement pour défendre notre environnement ? Des fois, j'aimerais bien que les actes soient plus forts et que la direction qu'il donne au gouvernement soit plus forte. À 48 ans, Mathieu Orphelin convoite la région avec le soutien des Verts et une main tendue à la gauche. En cas de défaite, rien ne l'empêche de poursuivre le combat pour l'écologie en briguant un second mandat de député. Bonjour Mathieu Orphelin. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau de Dimanche en politique. Vous êtes donc, on l'a entendu, le candidat pour les régionales, les prochaines régionales, à la tête d'une liste écologique, citoyenne et solidaire en Pays de la Loire. Vous êtes également député de la première circonscription du Maine-et-Loire. On va commencer par s'intéresser à votre actualité un peu plus nationale. Vous êtes donc au sein de l'Assemblée nationale, un des élus les plus médiatiques, très relayés en tout cas, très présent sur les réseaux sociaux, pas un jour ou presque sans un communiqué, des tweets, des posts. Est-ce que ça veut dire que la politique, elle se fait autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'hémicycle aujourd'hui? En politique, il faut faire beaucoup. Et je suis de ces députés qui mènent beaucoup de combats, évidemment, pour l'écologie, pour la solidarité à l'Assemblée nationale. Et il faut aussi leur donner une résonance médiatique pour montrer les options qu'on défend. Il y a aussi des combats politiques qui se gagnent par la pression médiatique. Donc, effectivement, faire, et une fois qu'on fait, le faire savoir, parce que effectivement, ce sont des combats en plus sur lesquels les citoyennes et les citoyens sont généralement très moteurs. Donc c'est important, et aussi de montrer la réalité de ce qu'est le travail d'un député. Alors le faire et le faire savoir sur les médias traditionnels, sur les réseaux sociaux, c'est d'autant plus important qu'après avoir appartenu et avoir été élu sous l'étiquette La République En Marche, après avoir appartenu au groupe Liberté et Territoire, puis Écologie, Démocratie, Solidarité, vous n'appartenez plus à aucun groupe parlementaire aujourd'hui. Vous êtes donc non inscrit à l'Assemblée nationale, presque privé de micro, puisque vos tendances, vos amours politiques depuis toujours vont vers l'écologie. Pourquoi ne pas vous être rallié à Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée nationale? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de député de Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée nationale.
Nous avions formé, vous l'avez rappelé, le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité au sortir du premier confinement pour rassembler les députés qui, à l'Assemblée nationale, Il n'y avait pas que des portent ces députés Europe sujets-là. Écologie Les Verts au sein de ce groupe. Non, il n'y en a pas à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de députés ELV à l'Assemblée, mais beaucoup de députés écologistes. Bien sûr, ma collègue Delphine Batho, avec qui on a tant de combats en commun. Bien sûr aussi Émilie Cariou sur la justice fiscale, Cédric Villani, Paola Forteza. Donc il n'y a pas de force écologiste suffisante pour vous rassembler. Nous l'avions effectivement, nous avions constitué un petit groupe et face à un certain nombre de manipulations de la LREM. On a perdu un ou deux députés. Et vous savez, pour faire un groupe à l'Assemblée, il faut être 15. 15 voilà, minimum. Donc on est non vous inscrit. l'aviez été et vous ne l'avez plus été. Vous avez donc dû être désormais non inscrit à cette Assemblée nationale. Actuellement, ce qui vous mobilise au sein de cet hémicycle, c'est la loi climat et résilience. Elle est discutée en commission actuellement. Et à partir du 29 mars à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas eu de mots assez durs pour parler de ce texte et du gouvernement. Rien ne trouve grâce à vos yeux dans ce qui est en discussion actuellement ? Non, parce que malheureusement, c'est une petite loi. C'est une loi bien sympathique, qui va dans le bon sens, mais pas du tout au bon rythme. Et effectivement, il y a là un vrai gâchis. Cette loi, elle vient de la Convention citoyenne pour le climat. 150 citoyennes et citoyens qui ont su dépasser leurs différences. Il n'y avait pas que des écolos, et loin de là, évidemment, ils étaient représentatifs des diversités de notre pays. Ils ont mis leur diversité de côté pour s'engager et produire un beau projet pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 de moins 40%. Et dedans, il y avait des mesures très fortes qui amélioraient la vie des Françaises. Et qui n'ont pas été reprises. D'ailleurs, la Convention citoyenne est assez sévère avec le gouvernement. Et vous rejoignez ces critiques ? Mais bien sûr, parce que tous ceux qui ont regardé la loi du gouvernement, tous, le Conseil national de la transition économique, le Conseil économique, social et environnemental, les experts, le Haut Conseil pour le climat, toutes les analyses convergent pour dire que cette loi n'est absolument pas au bon niveau. J'aurais préféré dire l'inverse. En plus, cette Convention citoyenne, elle avait des mesures très positives pour améliorer la vie des gens, mieux se déplacer. Donc c'est une déception en fait. C'est une déception. C'était un espoir d'ailleurs, vous l'aviez salué à l'époque quand Emmanuel Macron, à l'issue de la crise des Gilets jaunes, a lancé cette convention citoyenne. Aujourd'hui, vous dites, vous êtes déçus. Alors malgré tout, il y a quand même des mesures dans cette loi climat et résilience, le crime d'écocide, les aides à la rénovation énergétique, les discussions sur des chèques alimentation durable, ça n'est pas rien. Par exemple, le chèque bien manger, alimentation durable, que nous poussions depuis longtemps, qui était une des propositions de la Convention citoyenne. Qu'est-ce qui a été voté cette semaine en commission ? Juste que le gouvernement prenait l'engagement de faire un rapport 5 mois après la date de promulgation de la loi, sur un sujet où on voit au contraire la détresse, la précarité alimentaire aujourd'hui de millions de Français qui s'est fortement aggravée avec cette crise, notamment pour les moins de 30 ans. Et qu'est-ce que nous dit le gouvernement ? Oui, il y a bien le mot chèque alimentaire dans la loi, mais quand on regarde, c'est une étude pour 6 mois après la date d'entrée en vigueur de la loi. C'est pas sérieux, c'est pas à la hauteur de la détresse et là de la précarité alimentaire que vivent tant de nos habitants en France, mais aussi dans la région. Je l'ai vu, j'étais à la Banque alimentaire à Laval, j'ai échangé avec les associations d'aide alimentaire dans le Maine-et-Loire, plus 35% de personnes depuis le début du deuxième confinement. Donc sur ce sujet-là, vous dites que le gouvernement n'est pas à la hauteur. Sur la suppression des lignes aériennes qui pourraient desservir en fait 2 villes s'il n'y a pas de ligne TGV, comment ça se passe là aussi ? Il y a une intention gouvernementale, vous dites insuffisant ? Oui, à chaque fois, le gouvernement fait semblant de se saisir d'un sujet. Donc quand on ne regarde pas de très près, on dit « Ah oui, ils ont interdit là les liaisons aériennes quand il y a une alternative ». Mais pas du tout avec une version aussi ambitieuse que la Convention. À moins de 2h30 et vous vouliez 4h. Voilà, donc là, il y avait effectivement, quand on prenait le temps d'accès à l'aéroport, c'était tout à fait cohérent. Là, ça va concerner 5 ou 7 lignes simplement par an. Mais... Donc, grosso modo, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a un manque d'ambition sur cette loi climat et résilience. Oui. Qu'en dit Nicolas Hulot ? On a vu dans le portrait qui a été brossé, en ce qui vous concerne, en tout début d'émission, vous en avez été un proche, vous avez été porte-parole de sa fondation. Qu'est-ce qu'il en dit de ce texte ? On l'a entendu, mais vous en avez parlé, j'imagine, ensemble. Oui, mais il fait la même analyse que tout le monde, à part le gouvernement et la majorité. C'est-à-dire qu'un texte qui ne va pas du tout assez loin. La rénovation énergétique, vous en parliez, mais les aides ne sont pas du tout suffisantes. Il n'y a pas aussi cette volonté de rénover tous les logements et d'aider notamment les propriétaires les plus précaires à investir en leur avançant jusqu'à 100% du coût des travaux. Vous voyez, il sait bien qu'on passe... Pour l'instant, que le gouvernement passe à côté d'une grande occasion. C'était manger mieux, c'était se déplacer mieux, c'était consommer mieux. Que des avantages pour les collectivités, pour les citoyens, pour les entreprises.
Et au lieu de ça, le gouvernement fait une loi de greenwashing, d'affichage, pas du tout assez ambitieuse. Est-ce que vous ne vous dites pas aujourd'hui, comme peut-être Nicolas Hulot d'ailleurs, que cette loi, vous auriez été plus efficace pour la porter si vous étiez resté, vous, dans la majorité, Nicolas Hulot dans le gouvernement, comme Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, qui porte ce texte? La preuve que non, la ministre actuelle, qui est une écologiste depuis longtemps, n'a pas gagné un seul arbitrage sur cette loi. Pas un seul arbitrage. Donc aucun regret pour vous d'avoir quitté le groupe, Nicolas Hulot, d'avoir quitté le gouvernement. Ça n'aurait rien changé, vous nous dites? J'ai quitté depuis plus de 2 ans. Pas un jour, je n'ai regretté. Parce que j'ai tout fait pour que ça marche. Comme Nicolas Hulot, on a porté des sujets en collectif, pour l'écologie, pour la solidarité. Et vous avez fait le constat que ça ne fonctionnait pas? On a fait le constat, je vous dis, Nicolas Hulot, il y a 2 ans et demi, moi, il y a plus de 2 ans. On a essayé. À cette époque-là, ça nous semblait... Vous y avez cru? Oui, on s'est dit, moi... Quand j'ai rejoint à l'époque Emmanuel Macron, les plus hauts dans les sondages, c'était Le Pen et Fillon. Je me disais non, je voulais pas de ce second tour funeste. On peut dire aujourd'hui je me suis trompé, j'ai pas de mal à le dire. C'est ce que vous dites? Oui, je me suis trompé, on m'a trompé aussi. Un certain nombre d'engagements avaient été pris par le président de la République, n'ont pas été tenus. Vous savez... Est-ce que vous irez jusqu'à manifester le 28 mars? Il y a des appels à manifester organisés par la Convention Climat devant l'Assemblée nationale. D'abord. Vous vous mêlerez à ceux qui vont manifester contre le gouvernement devant l'hémicycle dans lequel vous siégerez? D'abord, j'ai toujours fait toutes les manifestations pour le climat, donc je ferai avec plaisir celle du 28. Devant votre lieu de travail, devant l'Assemblée? Non, je vais la faire à Nantes. Parce que c'est important d'être sur le territoire. Mais ça ne me gêne pas d'aller manifester devant l'Assemblée quand j'ai mené les combats dedans. Et là, j'avais déposé plus de 120 amendements sur cette loi. J'ai mené tous les combats, même si LREM a essayé de nous étouffer, de ne pas nous faire laisser parler. Dites que vous avez été muselé, même carrément. Muselé, mais oui. Parce que vous n'avez pas pu présenter effectivement ces amendements. Ce sera pire en séance, puisque là, à partir du 29 mars, voilà. le lendemain de ce rassemblement auquel donc vous nous dites vous participerez. Au-delà de cette loi climat et résilience, c'est toute la politique macroniste globalement qui est dans votre viseur. Vous dites c'est un gouvernement qui veut juste cliver. Il y a pourtant eu des avancées sur l'écologie dans ce gouvernement Europa City abandonné, Notre-Dame-des-Landes abandonné, la fermeture de Fessenheim, la Convention citoyenne. Ce n'est pas rien malgré tout sur 4 ans de mandat, si ? Moi, j'ai jamais été de ceux qui disent il n'y a rien eu de fait ou tout est parfait. Mais le bilan est quand même maigre sur ces 4 ans. Jamais le gouvernement n'a réussi à sortir de sa transition à moitié. Jamais il a réussi à embarquer tous les acteurs de notre société. Vous dites En Marche n'a jamais eu sa propre vision de l'écologie, c'est toujours le cas ? Mais, tout à fait. D'ailleurs, François de Rugy, qui je crois va compétiter ici en Pays de la Loire, fait une interview assez hallucinante le week-end dernier en disant « Ah là là, on n'a pas de doctrine sur l'écologie chez En Marche ». Mais cher François, il est temps de s'en rendre compte quand même. Ça fait 4 ans que ça dure. Alors, d'un coup, il sort quelques idées. Le nucléaire, il faut le développer beaucoup plus. Les OGM, il faut développer beaucoup plus. La Convention citoyenne, c'est quand même tous ces gens qui étaient un peu extrémistes. Non, voilà, si c'est ça l'écologie de François de Rugy, aujourd'hui, je note qu'il fait un peu le chemin inverse des Français. Les Français demandent tous et toutes plus d'écologie. François de Rugy, lui, il est à contre-courant. Bon, alors vous me faites une transition idéale, puisque est-ce que pour vous, c'est difficile de peser à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez décidé de partir à la conquête des Pays de la Loire? En gros, est-ce que c'est plus à cette échelle régionale qu'à l'Assemblée nationale qu'on peut faire bouger les lignes et faire avancer vos idées écologistes? Non, les 2 échelles sont importantes. L'échelle locale et régionale. J'ai déjà eu un mandat ici, vice-président à l'éducation et à l'apprentissage, de 2010 à 2015. J'ai adoré chaque jour de ce mandat. Et là, depuis 2017, à l'Assemblée nationale, j'ai porté beaucoup de combats. Vous n'avez pas gagné beaucoup? Non, mais quand même, on est souvent précurseurs. Par exemple, sur le CETA, sur le Mercosur, on n'était pas beaucoup au début à porter ces sujets. Sur Notre-Dame-des-Landes, vous en parliez. Mais moi, je suis très fier, effectivement, que ce projet a été abandonné. Et malgré tout, vous vous lancez dans cette course au régional. Ça veut bien dire que là aussi, vous vous dites, c'est là qu'on peut peser sur le quotidien des gens. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement ne veut pas avancer sur le climat au niveau national. Sur le climat, la solidarité... Donc vous changez d'échelle. Donc, ce que le gouvernement ne veut pas faire au niveau national, oui, nous allons le faire au niveau régional, parce que la région est chef de file sur l'économie, sur l'agriculture, sur les mobilités, sur l'éducation, sur... Et donc, il y a moyen de faire bouger les lignes et oui, de changer les choses. Il y a des choses alors, que le gouvernement... Face à vous, si on revient sur ces régionales, vous venez d'en parler à l'instant, il y aura notamment un de vos collègues à l'Assemblée nationale, c'est François de Rugy, ex-ministre de la Transition écologique, très probable tête de liste La République En Marche, même si ce n'est pas encore officiel. Vous le croisez régulièrement à l'Assemblée nationale. Vous qui avez
avez déjà été en marche. Est-ce qu'un rapprochement avec François de Rugy est possible, même si j'ai cru comprendre il y a un instant que pas vraiment? Il n'y aura aucun rapprochement possible avec LREM, ni au premier tour, ni au deuxième tour, ni au troisième tour. Les choses sont claires et nettes, parce que vous voudriez qu'on fasse au Conseil régional et en Pays de la Loire la politique qu'il mène et dont François de Rugy est totalement solidaire au niveau national. Pour nous, c'est pas possible. D'autant que François de Rugy a eu des mots très tendres avec Europe Écologie Les Verts et même vous-même. Leur vision de l'écologie articulée autour du « c'était mieux avant » rejette l'idée même de progrès. Elle est anti-technologique, anti-économique, nourrie des tendances régressives. Ça vous fait sourire? Mais évidemment, parce que c'est tellement grotesque, excusez-moi. C'est tellement excessif. Cette semaine à l'Assemblée, il me dit « Oh, de toute façon, toi, t'es décroissant. » Enfin, voilà, c'est... En même temps, c'est génial. Vous n'êtes pas décroissant? Mais évidemment que non, mais ça faisait 10 ans qu'on m'avait pas traité de décroissant, donc ça me fait plutôt sourire. Mais... On voit quand même qu'il y a deux visions de l'écologie qui s'opposent ici entre François de Rugy et vous. Nous, notre vision, c'est la vision de l'écologie des solutions, de l'emploi sur les territoires, de la diminution des inégalités, l'écologie qui permet aux gens de vivre mieux, qui redonne de l'espoir aussi aux entreprises, aux agriculteurs. Non, François de Rugy nous dit, voilà, allez-y, on va développer à fond le nucléaire dans les prochaines années, c'est ça l'avenir du système énergétique. Aux OGM aussi. Et nous, par exemple, sur l'électricité et l'énergie, ce qui doit être le cœur de la politique régionale et nationale dans les années à venir, c'est la sobriété. La sobriété. Sur les OGM, François de Rugy dit, on développe tout ça, il n'y a pas de problème, ça. Non, ça pose des questions. Tout le monde le sait, donc on travaille là-dessus. On rassemble, et François de Rugy, quand il nous traite de décroissant, il sait très bien ce qu'il fait. Il veut cliver. Moi, je veux exactement le contraire. Je veux que l'écologie... Vous parlez d'une stratégie gouvernementale et macroniste même pour dénoncer votre radicalité, à vous les écologistes. Alors, on ne va pas passer toute notre émission sur François de Rugy parce que ce n'est pas le seul député à l'Assemblée nationale à se présenter en Pays de la Loire. Il y en a un autre. C'est Guillaume Garot. On ne peut pas dire que vous n'ayez pas d'occasion de vous croiser à l'Assemblée nationale. Quand on regarde vos positions dans l'hémicycle et même dans les commissions, vous êtes à quelques mètres les uns des autres. Il vous a proposé une alliance, à vous les Verts depuis le mois de juillet. Vous l'invitez à signer ensemble un contrat de mandature avec les mêmes propos. Seule l'union nous permettra de gagner. Et d'ailleurs, un sondage allait dans ce sens. Alors, il date... il y a 2 mois, de la mi-janvier, un sondage Opinionway commandé par Europe Écologie Les Verts qui montrait que s'il y avait une union entre vos deux listes, vous arriveriez en tête, 29% devant toutes les autres. En revanche, s'il n'y a pas d'union et si vous partez chacun de votre côté, 15% pour votre liste, 13% pour le Parti socialiste. Vous attendez quoi alors pour vous entendre quand vous avez un sondage comme celui-ci et quand l'un et l'autre vous dites « allons-y, il faut s'unir ». Ce sondage montrait que l'union fait la force et qu'effectivement, grâce à une liste commune avec l'ensemble de la gauche, on serait 5 points devant la droite. Donc, c'est pas rien d'arriver en tête 5 points au soir du premier tour. Mais à condition d'être unis. Nous proposons à Guillaume Garot et au Parti socialiste, depuis fin octobre, de travailler ensemble sur ce sujet et notamment sur la liste de premier tour. Pour l'instant, le PS n'a jamais voulu qu'on se rencontre. Ça peut paraître un peu absurde, mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'à l'Assemblée nationale, vous vous croisez, mais vous ne vous parlez pas de régional. Voilà, Guillaume Garot ne souhaite pas pour l'instant, mais encore une fois, c'est un collègue que j'estime beaucoup. Je lui dis aujourd'hui, travaillons ensemble. Il ne peut y avoir aucun préalable, ni de l'un ni de l'autre, sur qui sera la tête de liste. Je lui ai proposé déjà à de nombreuses reprises. Je lui ai dit, Guillaume, faisons un sondage, par exemple, ensemble. Un sondage ensemble pour tester nos 2 noms. Et regardons qui est le mieux placé pour faire basculer la région. Visiblement, il n'est pas prêt à aller dans ce sens. On va d'ailleurs l'écouter dans une interview qui a été enregistrée et faite par Jérémy Armand et Gwenaël Riez. C'était mercredi dernier à Angers. Moi, je n'ai qu'un objectif, c'est de battre la droite et l'extrême droite. Et je sais que pour réussir ça, pour que la région bascule au mois de juin prochain, eh bien, il faut nous rassembler. Qui de vous ou de Mathieu Orphelin est le mieux placé pour diriger cette liste commune? Celui qui peut rassembler la gauche, c'est très important. Celui qui a aussi les qualités pour diriger un exécutif. J'ai été maire de Laval, j'ai été ministre d'un gouvernement, celui de Jean-Marc Ayrault. Il faut aussi cette expérience-là. Moi, je sais que les écologistes ont, dans d'autres régions de France, dans d'autres villes de France, obtenu des succès indéniables. Mais
c'est pas la réalité des élections municipales dans l'Ouest et en particulier dans nos pays de la Loire. Donc il faut tenir compte de ça, il faut partir de ça, il faut respecter le choix qu'ont fait les citoyens, les électeurs au moment de ces élections municipales. Et donc il faut construire le rassemblement à partir de ces réalités-là. Guillaume Garot, il dit « J'ai plus d'expérience que Mathieu Orphelin. La gauche est arrivée en tête dans toutes les municipales en Pays de la Loire. » Est-ce que ce n'est pas un peu fort comme argument pour vous dire « Laisse-moi la place » ? Vous savez, c'est d'abord un collègue que j'apprécie beaucoup à l'Assemblée nationale. On a porté un certain nombre de combats ensemble. Il est très impliqué sur le gaspillage alimentaire, par exemple. Donc, je voulais redire ça, c'est important. On saura bien travailler à la région comme on sait bien travailler à Paris. On voit qu'il a des intuitions sur le fait qu'il est le mieux placé. Ce que je lui propose aujourd'hui, c'est de vérifier ça auprès des citoyennes et des citoyens de la région. Par exemple, avec un gros sondage collectif ou avec d'autres méthodes. Pour savoir qui de vous deux serait préféré par les citoyens, les bien potentiels sûr, électeurs des Pays de la Loire question. Pour mener la liste ? Est-ce que, pour tous ceux et toutes celles qui veulent faire basculer la région, est-ce qu'ils préfèrent que la tête de liste soit un socialiste, Guillaume Garot, je ne vais pas refaire son CV, il l'a fait, ou un écologiste, Mathieu Orphelin? Alors visiblement, il n'y est pas prêt, donc si on entend bien... Il a encore plus d'un mois pour se décider. Parce qu'on le rappelle, la date limite de dépôt de dossier et de liste, c'est le 10 mai prochain en préfecture. Et notre proposition reste valable depuis fin octobre jusqu'au dépôt des listes. Il peut bouger et sortir de sa zone de confort quand il veut. Pourquoi il ferait dans les semaines qui viennent ce qu'il n'a pas fait depuis des mois? Par responsabilité collective. Parce que quand il dit qu'il veut faire basculer la région vers l'écologie et la gauche, j'espère et je crois qu'il est sincère. Donc à un moment, il faut que les ambitions personnelles... C'est plutôt moi, Mathieu Orphelin, qui dois mener cette liste. En tout cas, si ce sondage... Mais s'il n'y a pas de sondage, s'il refuse, vous direz aussi. Mais non, mais laissons les citoyennes et les citoyens s'exprimer. Je ne crois pas beaucoup aux petits arrangements entre appareils politiques. Laissons la démocratie. Demandons aux citoyennes et aux citoyens... Ça semble compliqué d'ici Il a le temps de bouger et j'espère qu'il va bouger. Est-ce que vous pourriez bouger? Visiblement non. En tout cas, la stratégie de ne pas sur laisser... des arguments rationnels, mais pas sur les positions de mon ami Guillaume Garot ou de Christophe Clergeau. On verra ce que vous répondra Guillaume Garot, peut-être effectivement sur cette opportunité d'un sondage. En tout cas, cette stratégie de ne pas laisser sa place, c'est celle que porte haut et fort Yannick Jadot. L'eurodéputé écologiste était en visite dans notre région vendredi, à vos côtés, pour vous soutenir dans la campagne. Il est venu notamment au Sables d'Olonne pour rencontrer des pêcheurs et des défenseurs des dauphins. Venu pour vous soutenir donc et rappeler qui, selon lui, Yannick Jadot, potentiel candidat à l'élection présidentielle écologiste l'année prochaine, qui, selon lui, doit avoir le leadership en Pays de la Loire. On l'écoute. Moi, aujourd'hui, je pense que c'est Mathieu Orphelin qui doit porter ce rassemblement. Sauf que Guillaume Garot lui dit, en substance, pas question de laisser ma place. Vous lui dites quoi ? Je regrette que Guillaume Garot et les socialistes ignorent depuis trop longtemps les appels que fait Mathieu Orphelin pour justement rassembler très largement. Il y aura un débat de premier tour. Moi, ma conviction, c'est que l'écologie aujourd'hui, quand elle rassemble largement, et là, on parle d'une dynamique citoyenne forte, c'est la seule force d'avenir. Les socialistes évoluent sur l'écologie, c'est incontestable. Mais le socialisme a gouverné aussi 5 ans dans les 10 dernières années. On ne peut pas dire que ça a été la révolution écologique qu'on attendait. Donc je crois que la cohérence, l'ambition, la responsabilité, aujourd'hui, c'est au tour de Mathieu Orphelin, de son appel citoyen, de son équipe, que ça doit se construire. Alors, ni Guillaume Garot ne laissera sa place apparemment, ni si on écoute Yannick Jadot, même si vous nous parlez de ce sondage potentiel, dit c'est à vous, Mathieu Orphelin, d'y aller. Ça veut dire que c'est au soir du premier tour, le 13 juin, qu'on comptera les forces, là, visiblement. De toute façon, nous avons proposé au PS, comme à LFI, un contrat de mandature, parce qu'on va arriver en responsabilité au plein moment de la crise économique et sociale. Donc, on n'aura pas de temps pour s'installer. Donc, c'est pour ça qu'on a déjà plus de 100 propositions, qu'on a proposé un contrat de mandature aux 2 autres forces, PS et LFI. On voit d'ailleurs, c'est ce que porte Olivier Faure, le patron du PS au national, que le PS local ne souhaite pas pour l'instant, mais on va continuer à leur ouvrir la porte. Donc, ce qui ne fonctionne pas fonctionnera peut-être au soir du 13 juin, et vous compterez à ce moment-là, j'imagine, les points les uns avec les autres. Un mot quand même, parce que cet accord, il a été possible dans les Hauts-de-France, derrière l'écologiste Karima Deli, qui a réussi ce tour de force de réunir toutes les forces de gauche de la France insoumise jusqu'au PS. Ça n'est possible pour l'instant qu'en Hauts-de-France, pas en Île-de-France, pas en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est dommage.
Oui, rapidement. d'abord c'est très bien ce que Karima Delli et l'ensemble des forces de gauche ont fait dans les Hauts-de-France. C'était nécessaire là-bas. J'ai beaucoup échangé cette semaine avec mon amie Karima Delli. Elle m'expliquait comment là-bas, elle avait eu une nouvelle génération au Parti socialiste, des quarantenaires qui poussent beaucoup pour cette... Vous nous dites entre eux que ce n'est pas le cas de Guillaume Garot. Non, mais là-bas, il y a eu beaucoup de gens qui comptent dans le Parti socialiste, qui ont beaucoup poussé, comme chez nous, Johanna Rolland pousse pour une liste commune, elle l'a dit à votre micro. Mais elle soutient Guillaume Garot plutôt. Mais tant mieux, entre socialistes, c'est quand même logique, mais il faudrait qu'il y ait plus de Johanna Rolland dans cette région pour plaider au Parti socialiste, au sein du Parti socialiste, cette liste commune avec nous. Et puis, il y a un autre candidat déclaré, c'est Hervé Juvin, en Pays de la Loire, candidat du Rassemblement national, eurodéputé aussi, qui lui, ce sont nous. Nous sommes les vrais écologistes, vous lui dites quoi ? Je lui dis qu'il a qu'à regarder le travail à l'Assemblée nationale. On vient de finir la loi climat en commission, plus de 5000 amendements. 0 amendement du Rassemblement national. Hervé Juvin, c'est lui qui a participé, Voilà. au contre-projet de référendum porté par Marine Le Pen sur l'environnement. Il nous reste moins de 2 minutes, Mathieu Orphelin. J'aimerais vous poser un certain nombre de questions avec des réponses extrêmement rapides, des questions sur des thèmes divers. Christelle Morancet, la présidente du Conseil régional sortante, dont on a peu parlé parce que pour l'instant, elle n'a pas déclaré sa candidature à sa propre succession. Elle propose un pacte régional de sécurité. Est-ce que vous y êtes favorable en un mot ? Un mot, elle fait sur ce sujet comme sur les autres. Après 5 ans d'inaction, elle essaie de se rattraper dans les derniers mois, en campagne déjà avec les sous de la région. Donc, c'est en tout cas pas la bonne méthode, même s'il faut avancer sur ce sujet de la sécurité. Il y a beaucoup de choses à faire, mais en tout cas pas ce qu'elle propose. Mais ce n'est pas le bon timing. Dans la loi climat, les régions auront la possibilité de créer ce qui s'appelle des contributions spécifiques imposées aux poids lourds. En gros, le retour de l'écotaxe pour les poids lourds qui emprunteraient certaines routes. Vous y êtes pour ou contre si vous êtes élu à la région ? Défavorable pour les Pays de la Loire. Défavorable. Oui, pas de retour de l'écotaxe régionale en Pays de la Loire. Primaire Europe Écologie Les Verts, elle est prévue en septembre pour la présidentielle. Vous voterez Yannick Jadot, Éric Piolle, le maire de Grenoble, ou Sandrine Rousseau ? Je ne suis pas du tout persuadé que cette primaire écologiste soit la meilleure façon de faire élire un président ou une présidente écologiste. Mais vous voteriez pour qui si elle a lieu ? Pour l'instant, je pense que j'essaye de plaider pour qu'il n'y ait pas cette primaire, non pas pour vexer mes amis de LV, mais parce que je crois que ce n'est pas la bonne façon pour rassembler, et notamment toute la branche écolo et sociale. Et puis un dernier mot vraiment rapide, est-ce que vous êtes sûr que les élections régionales auront lieu fin juin, le 13 et 20 juin, puisqu'on voit que de plus en plus de politiques en doutent, en un mot ? Sûr à 100% non, mais je recommande au gouvernement de les tenir. On saura le faire dans des bonnes conditions sanitaires, mais on ne joue pas avec les dates des élections, même quand on pense qu'on va les perdre. Merci beaucoup Mathieu Orphelin d'avoir été notre invité pour ce Dimanche en politique. La semaine prochaine, je vous retrouverai depuis les Sables d'Olonne pour faire un bilan économique et politique du Vendée Globe. Je vous souhaite une très bonne journée.